Bonjour à tous, donc je vous propose de commencer cette grande conférence puisqu'on a beaucoup d'intervenants et différents thèmes à aborder sur le digital, donc au service de la transition énergétique qui a évolué pour devenir une priorité en réponse aux défis posés par le changement climatique. La transition énergétique donc est compliquée, coûteuse et complexe et impose le plus souvent un changement de culture, de gestion d'entreprise, notamment dans le secteur du transport, notamment dans la filière du VI, donc du véhicule industriel, du transport routier pour être plus large. Dans ce contexte, les technologies numériques à travers le digital en jouent et vont jouer un rôle prépondérant en proposant des solutions novatrices. On peut le voir notamment sur le salon Solutrans dans cette édition 2023. Des solutions qui visent à promouvoir donc l'efficacité énergétique, j'en parlais, à encourager également l'utilisation d'énergies renouvelables et surtout améliorer la gestion des ressources. Alors les dispositifs de relevé intelligents, les systèmes de gestion énergétique ou encore l'Internet des objets offrent des outils permettant de mesurer ou encore, on va le voir, analyser et optimiser la consommation d'énergie. Alors au sein de cette discussion, durant cette conférence, avec les différents participants intervenant à ce rendez-vous, nous allons regarder de plus près, donc analyser de quelle manière les technologies numériques peuvent contribuer justement à la transition énergétique tout en favorisant, en utilisant plus l'intelligence et également tout ce qui est durable des énergies proposées par les différents constructeurs. Alors pour cette première partie, je vais demander donc de venir nous rejoindre Cécile Jourdain, responsable digital Customer Service Scania, donc vous pouvez venir nous rejoindre sur scène. Régis Pierrel, qui est directeur opération électromobilité à Renault Truck France. Gaëtan Pierson, responsable des ventes services digitaux chez Rio. Et Jérôme Struc, directeur service Carrier. Messieurs, dames, bonjour, merci en tout cas d'être venus. Je vais commencer par vous, Cécile. Alors Scania, tout ce qui est digital, c'est pas nouveau, vous avez été un peu précurseur également depuis quelques années. Vous dites que l'idée le plus important est de savoir donc, ce qu'on fait des données, parce que donc on sait très bien qu'à bord d'un camion, il y a, contrairement à l'automobile, il y a des milliers d'informations qui circulent, dont les transporteurs sont propriétaires. L'important, c'est de savoir où vont ces données et ce qu'on peut en faire également. Oui, merci de l'invitation. Juste pour remettre un petit peu de contexte, donc en fait c'est vrai que Scania était pionnier dans l'informatique embarquée. On a lancé les premiers boîtiers vers 2009. Donc on a aujourd'hui 620 000 véhicules connectés sur les routes. À travers le monde, bien sûr. Oui, à travers le monde, bien sûr. Et ça fait longtemps donc qu'on travaille avec les données. Donc au début, l'approche c'était vraiment pour progresser sur les technologies, apprendre de nos propres véhicules. Puis bien sûr, au fur et à mesure du temps, on a développé de plus en plus de services digitaux. Et je dois dire que donc Scania, c'est une entreprise qui a des objectifs ambitieux en termes de mobilité durable. On veut réduire notamment le nerf de la guerre, c'est l'usage des véhicules, donc réduire le CO2 de 20% entre 2015 et 2025. Et pour ça, c'est vrai que l'électrification, c'est donc, la technologie dominante et c'est ce qu'on pousse énormément pour atteindre nos objectifs. Donc en ça, on se dit qu'on a besoin d'énormément de données. Il faut qu'on apprenne des véhicules. Il nous faut beaucoup de véhicules électriques sur les routes aussi pour apprendre, récupérer les données et puis ensuite développer des services adéquats. C'est de plus en plus pointu par rapport à l'automobile. Est-ce qu'au fur et à mesure... Oui, je pense que déjà la technologie embarquée, elle est de plus en plus performante. Donc on brasse de plus en plus de données. On a des capacités de stockage qui sont de plus en plus importantes. Et puis aussi, on a des demandes claires, notamment des transporteurs qui sont pionniers dans l'électrique, d'avoir accès à de plus en plus de données eux-mêmes. Donc il faut être encore plus rapide pour extraire les signaux. Et puis, donc on sent vraiment que la transformation digitale, elle suit la transformation du véhicule électrique aussi. Donc c'était au départ pour concevoir donc, les nouveaux véhicules avec les nouvelles technologies. Ouais. Et aujourd'hui, l'évolution de l'utilisation de ces données au sein de chez Scania, c'est quoi précisément? Alors, quelques exemples concrets. Quelques exemples concrets. Alors peut-être deux angles que j'aimerais bien développer. La première partie, c'est vraiment quand on rencontre un client qui nous dit « Ok, j'ai envie d'électrifier ma flotte, comment faire ?» Là, nous, on est vraiment chez Scania dans une approche de vente consultative. Donc, on est très, très proche du client. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise les données des véhicules qui sont sur la route aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on fait, on va faire des simulations d'opérations.
On va tenir compte des trajets, des distances évidemment, mais aussi de l'équipement des camions, du poids. Et en fait, les clients sont souvent surpris de notre capacité à d'un seul coup simuler toutes leurs opérations sur toute leur flotte avec différents scénarios, etc., de par les données qu'on a déjà chez eux pour le thermique, quoi. Donc en fait, après, c'est un jeu de prendre, voilà, de se dire on va prendre ce véhicule électrique pour vos opérations futures et on va essayer de simuler comme ça les opérations. Et dans cette approche de vente consultative qui s'appuie sur le données et le software évidemment, on va pouvoir dire aux clients, bon, on va électrifier un véhicule, une partie de la flotte, toute la flotte, mais aussi également regarder l'infrastructure et puis pouvoir se dire, tiens, si on rajoutait des points de charge ou publics ou en dépôt, on pourrait en fait encore pousser les opérations. Donc on n'est vraiment pas à pousser la vente du véhicule électrique, j'allais dire de façon bête et méchante. On est vraiment dans cette approche consultative qui est complètement basée sur notre utilisation des données. Donc, avec la grande différence, donc comme on est en plein thème de la transition énergétique, contrairement aux véhicules thermiques, donc il y a tout l'équipement, vous en parliez, tout ce qui est infrastructure. Et là aussi, le digital intervient de plus en plus, notamment par exemple pour l'électrification, les bornes de recharge, pour le... Tout à fait. Donc, pour moi, c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit au client, oui, c'est possible, on peut passer à une flotte électrique, nous, avec les services digitaux, et là, je pense qu'on va tous se rejoindre énormément, on a des services qui facilitent les opérations. Et les deux grands pans, j'ai envie de dire, de services qu'on développe en ce moment, c'est d'un côté tout ce qui est lié à la charge et de l'autre côté tout ce qui est lié à l'autonomie. Donc on a un portefeuille de services, des services digitaux qui sont là pour répondre à ces problématiques de charge et d'autonomie. Non, allez-y, pardon. Non, j'avais envie évidemment de donner quelques exemples. C'est vrai que pour ce qui est de la charge, en fait, on a lancé nous chez Scania il y a de ça un mois tous les services de base, de contrôle, de suivi, d'alerte. Est-ce que mon véhicule est en charge, oui, non, etc. Après, on réfléchit à des systèmes plus sophistiqués d'optimisation de l'énergie, évidemment. On a des partenaires aujourd'hui, mais on a aussi envie de développer nos propres solutions. Et puis surtout, ce qu'on a lancé le mois dernier, c'est le Scania Charging Access, qui est l'accès à la charge publique. Donc là, peut-être certains de vous connaissent la joint venture qui est entre Traton, Daimler et Volvo, qui a l'ambition de déployer 1700 points de charge à électricité verte sur les routes européennes pour le poids lourd. Et donc ça, c'est des charges qui sortent. Mais évidemment, pour accéder à ces charges, il faut un service digital. Donc nous, on s'est vraiment dépêché. On voulait que les premiers points de charge puissent être servis par nos services digitaux. Donc concrètement, c'est pouvoir trouver la charge sur une carte, lancer la charge, le paiement, etc. Donc ça, on est très fiers. Là, on lance la nouvelle génération de notre véhicule électrique régional. Et on a ce service de charge publique qui est là pour le client, quoi. Alors pour l'autonomie, vous parliez également du véhicule. Utiliser tout ce qui est digital aujourd'hui, c'est aussi sur la durée de vie du véhicule, mais aussi, on en parle beaucoup, sur la durée de vie des batteries. Bon, on n'est pas grand expert à chaque fois de technique sur les batteries, mais là, ce sont des outils justement pour mieux utiliser les batteries. Ça, c'est très important. Et c'est une demande qui est très très forte là, chez les clients, de vraiment se dire comment on allonge la durée de vie des batteries. Là, peut-être que vous serez d'accord avec moi, il y a peu de standards dans l'industrie sur ce qu'on appelle le state of health, donc l'état de santé de la batterie. Donc on est tous vraiment à essayer d'utiliser nos connaissances de constructeurs pour vraiment bien, on va dire, cerner ce paramètre. Il y a des choses qu'on sait, on sait que les charges, on sait qu'il faut jouer avec la charge, il faut jouer avec le comportement du conducteur. Et puis on a déjà des paramètres en route, mais c'est un gros chantier. Et j'ai envie de dire, sur des modèles de services digitaux comme ça, que ce soit la batterie, ou par exemple on a aussi un service d'évaluation du conducteur, donc on note le conducteur, ça c'est un service qui est assez commun déjà sur le thermique, qu'on lance sur l'électrique, qu'on va lancer là à la fin de l'année. En fait, c'est toujours cette même question c'est vrai qu'il nous faut, pour affiner en fait nos services digitaux, il nous faut plus de véhicules sur les routes, plus de données, comprendre les opérations, vraiment créer de la valeur avec ces données. Et il faut connaître aussi les véhicules. Donc au plus on aura de véhicules sur les routes et au plus on pourra affiner en fait notre approche et répondre au plus précisément aux besoins des clients. Par exemple, sur allonger la vie de vie des batteries. De la valeur ajoutée. Oui. Régis Pierrel, donc de Renault Trucks. Alors,
Vous m'en parliez en préparant la conférence, vous parliez de tournant, cette transition énergétique en passant du thermique à l'électrique. Alors il y avait déjà des relevés de données, entre guillemets, qui se multiplient et l'utilisation à bon escient est plus flagrante en fait dans cette transition énergétique, je crois. Oui. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, chez Renault Trucks, on a la chance d'avoir les véhicules électriques en circulation depuis bientôt 3 ans. Donc on a accumulé beaucoup de données, hein, comme disait ma collègue de Scania. On a à peu près 900 camions qui roulent chez des clients et aujourd'hui on a 10 millions de kilomètres. Donc cette donnée, on l'a parce qu'on a les mêmes outils télématiques, on récupère toutes les informations. En après-vente, on a la même approche. C'est vrai, ce qui confirme qu'on va tous dans la même direction. C'est-à-dire vraiment des outils qui vont nous permettre de bien dimensionner, de bien configurer l'usage et le camion du client. Mais en fait, maintenant, ce qu'on se dit, c'est ce qu'on a vu depuis 3 ans, c'est que c'est une transition. Et il y a un vrai besoin d'acculturation. C'est-à-dire qu'en fait, le monde change. Les référentiels qui étaient archi connus par nos clients en diesel, leur consommation en litres au 100, comment la consommation variait, tout ça, ça va changer. C'est-à-dire que maintenant, on va parler en kilowattheure par kilomètre. Donc rien que ça, déjà, l'unité change. Mais surtout, sa variation. Parce qu'un véhicule électrique ne consomme pas uniquement sur la traction du véhicule. Par exemple, Carrier, il y a un frigo, il y aura la consommation des équipements. Vous avez la consommation de tous les équipements qui sont électriques sur le camion. Donc déjà, la façon dont ça va consommer, c'est excessivement différent. Alors il y aura des choses qui seront similaires, mais il y a beaucoup de différences et il faut expliquer. Il va falloir acculturer. L'aspect pédagogique. Voilà, il y a besoin de beaucoup de pédagogie parce qu'en fait, ces référentiels, nos clients les ont perdus. Et donc, il va falloir leur donner. Et en fait, avec ces données, ce qu'on veut expliquer, c'est surtout comment être frugal, en fait. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que l'énergie infinie qu'il y avait sur un diesel, ce sera plus possible sur un électrique. Hein. On va essayer de mettre de plus en plus de batteries, mais même ce choix de mettre de plus en plus de batteries, il faut le faire sereinement. Il faut être certain qu'on a vraiment besoin de ces batteries. C'est-à-dire que la notion d'usage, de comment le client va utiliser son camion, quel est le juste nécessaire qu'il a pour faire sa mission, quelle est la façon aussi qu'il va avoir de charger. La recharge, c'est un moyen d'augmenter son autonomie. Donc tout ça, ça va se faire avec des données, parce que c'est un changement culturel et finalement, c'est beaucoup de subjectivité. On voit qu'il y a beaucoup de résistance au changement. Beaucoup de nos clients voudraient ne rien changer, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on tombe un peu dans ce piège que j'appelle, on veut essayer de faire la même chose que le diesel. C'est-à-dire qu'idéalement, on voudrait avoir la même autonomie que sur un diesel et continuer à aller à sa station-service et remplir son réservoir d'énergie quand il est vide. Voilà. Mais si on fait ça, il faut quand même qu'on ait tous en tête que ça va être une inflation de ressources. C'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre beaucoup de batteries sur un camion, il va falloir créer des superchargeurs qui vont être assez conséquents, et tout ça pose la question de l'abordabilité pour nos clients. Est-ce qu'ils seront capables de s'acheter des camions très chers? Est-ce qu'ils seront capables d'investir dans des infrastructures très chères? Donc certes, certains vont y arriver, les premiers pionniers, mais si on veut vraiment généraliser et développer l'électrification de façon massive, il faut quand même se poser une question du coût, faire que la solution soit abordable. Et la meilleure façon de rendre le véhicule électrique abordable, c'est de le dimensionner au plus juste dans son usage. Et on le voit très bien, par exemple, la chance qu'on a, c'est parce qu'on analyse des clients. Pour vous donner une anecdote, aujourd'hui, le client chez nous qui fait le plus de kilomètres par jour, donc il arrive à faire 400 km par jour avec un véhicule frigo. Donc déjà, un véhicule frigo consomme un peu plus, mais il fait 400 km par jour et il a les plus petites batteries du marché. Il a juste 150 kWh d'énergie embarquée et il arrive à faire 400 km. Pourquoi? Parce qu'on a été capable de lui expliquer cette notion d'énergie juste nécessaire pour faire sa mission. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de tomber dans ce fantasme de je fais 600 km et je vais les faire d'une traite. Non, je vais du point A au point B. Quelle est la quantité d'énergie dont j'ai besoin pour aller de A à B? Et puis quand je suis à B, quelle est la quantité la durée qui me serait nécessaire avec un chargeur, si possible, le moins cher possible et pas forcément un méga chargeur pour pouvoir remettre de l'énergie. Donc voilà, tout ça, il faut essayer d'éduquer les clients et la meilleure façon pour le faire, c'est avec les données. C'est-à-dire qu'avec du rationnel, alors peut-être moi j'ai un background un peu ingénieur, donc j'aime bien les données, mais je pense que la façon de lever certains fantasmes, de lever des craintes, ce sera de pouvoir les étayer avec des chiffres et avec des scénarios faisables et réalistes pour qu'on arrive à utiliser un camion électrique pas comme un camion diesel. L'erreur qu'on est en train tous de faire, c'est de vouloir absolument faire la même chose qu'un camion diesel. Un camion électrique, c'est pas tout à fait pareil, ça a plein d'avantages. Et il faut utiliser plus les avantages du camion électrique plutôt que s'appuyer sur ses problèmes et ses inconvénients. Et ça, c'est en analysant les données, en collectant de l'information, en la triturant et en l'explicitant clairement à nos clients qu'on arrivera progressivement à faire entrer ces nouveaux modes d'utilisation.
Et ce qui permettra, je le pense sincèrement, de rendre la solution abordable. Il faut qu'on ait tous en tête que les clients de nos clients ne seront pas prêts à payer plus cher. Régis, on le voit tous. Je vais parler à l'ingénieur justement. Là. Contrairement, on parlait à l'automobile, il y a beaucoup plus de données à bord d'un camion. Ça permet d'avoir plus d'offres, de possibilités pour le digital. Oui, parce qu'en fait, comme je disais, quelques exemples. Par exemple, les consommations des équipements. Quand vous avez un frigo, il va falloir qu'on comprenne combien un frigo consomme. Et je disais à mon collègue de Carrier, avant on parlait en watts calorifiques. Carrier, il parle en watts calorifiques. Par contre, là maintenant, il va falloir parler en watts électriques. Et c'est pas un pour un. Donc il va falloir bien comprendre comment les watts calorifiques consomment de quelle puissance en watts électriques. Et vous voyez, tout ça, c'est des choses que même nos équipementiers ne sont pas au courant. Par exemple, on travaille beaucoup sur les bennes ordures ménagères. Et encore moins le transporteur. Et encore moins les clients, etc. Par exemple, les bennes ordures ménagères, beaucoup de nos clients ont considéré que la benne ordure ménagère était le véhicule qui consommait le plus en électrique. Pourquoi ? Parce qu'en thermique, c'est une consommation de l'ordre de 70 litres, 80 litres au 100. Donc ils ont tous ce chiffre en tête. Donc quand ils projettent un véhicule et une bonne benne à ordures ménagères en électrique, ils vont s'imaginer que c'est un véhicule qui va consommer énormément d'énergie. Et alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. En fait, une baume fait une tournée avec très peu d'énergie. Pourquoi ? Parce que finalement, les équipements ne consomment pas tant que ça. Et surtout, ils font très peu de kilomètres dans une journée. Donc ramener à la quantité d'énergie dont j'ai besoin pour faire ma tournée, c'est finalement très faible. Vous voyez, donc il va falloir changer ces référentiels. Les référentiels qu'on connaissait par cœur en diesel sont à prendre de façon différente. Et ça, c'est uniquement en l'explicitant et en l'étayant avec des chiffres qu'on arrivera à convaincre les clients de le faire. Gaëtan Pierson de Rio, vous parliez de rupture technologique. Enfin, on revient à peu près à la même notion en prenant en compte l'autonomie et la recharge. Oui, complètement. Alors, je rejoins un peu ce que vous disiez sur le fait qu'on est sur une autre façon de raisonner vis-à-vis de nos clients. Le micro un peu plus près, Gaëtan. Ouais. Un tout petit peu plus près. Merci. De notre côté, sur notre stand, comme vous avez pu le voir, on expose notre e-truck, donc notre TGX électrique. On a beaucoup d'enthousiasme de la part de nos clients qui disent que c'est un beau véhicule et qui a des capacités qui sont prometteuses pour l'exploitation. Mais il y a beaucoup de craintes également sur justement l'autonomie, sur la capacité à recharger ce véhicule et notamment ce que vous avez évoqué, la santé de la batterie. La batterie, on le sait, c'est un élément qui est coûteux dans le véhicule électrique et son état de santé va déterminer en fin de compte sa valeur résiduelle. Mon véhicule électrique, une fois que je l'aurai opéré pendant 8, 12, 14 ans, sa valeur résiduelle sera fortement impactée par l'état de santé résiduel de cette batterie. On a la chance avec le véhicule électrique, en fin de compte, c'est qu'on a un véhicule qui est bardé de capteurs, bardé d'électronique. Et l'électronique, c'est quelque chose qu'on peut piloter, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour nos clients qui sont intéressés par l'électromobilité, le premier point qu'on prend en compte, justement, c'est la faisabilité. Tous les applicatifs ne peuvent pas basculer en électrique. Je prends un exemple tout bête. Vous avez un client qui a un besoin de faire un double équipage, parce que le véhicule va rejoindre une grande destination sans s'arrêter une seule seconde. Sur un véhicule électrique, ce n'est pas possible. Il y aura forcément un arrêt impératif pour recharger les batteries. Donc on va accompagner le client sur la faisabilité de sa transition écologique pour dire est-ce que votre activité peut se prêter avec un véhicule électrique ? Donc on va l'accompagner à travers des outils digitaux de e-consulting pour voir justement, en fonction du parcours que vous souhaitez faire, de vos installations, infrastructures de recharge, etc., quelles seraient les capacités du véhicule électrique. Le deuxième point concerne justement le parcours. Il y a toujours cette peur qu'on peut avoir certains d'entre nous avec des véhicules particuliers électriques de la panne sèche. Est-ce que je ne vais pas me retrouver en panne sèche sur mon parcours et pas réussir à rejoindre ma destination ? On a des outils de planification d'itinéraires intelligents qui vont prendre en compte en fait une multitude de critères. On va prendre en compte la configuration du véhicule, son tonnage, ses éventuels équipements, parce qu'en effet, les PTO, les IPTO vont prendre de l'énergie sur la batterie, et on va prendre en compte des facteurs qui vont impacter la densité notamment des batteries, notamment le froid. Le froid peut avoir un impact négatif sur une autonomie du véhicule. La topographie, si vous allez grimper ou descendre d'école, ça va également impacter l'autonomie. Donc on va prendre un grand nombre de critères pour dire précisément au client, vis-à-vis du parcours que vous souhaitez faire, on indique un point de départ, plusieurs points intermédiaires et un point de retour. Et on va pouvoir dire clairement au client, est-ce que oui ou non, une charge complète est suffisante ? Et si ce n'est pas le cas, de dire quels sont les éventuels points de recharge intermédiaires qu'il faudra suivre. Mais pour nos clients, on ne va pas seulement leur dire, il faut s'arrêter de recharger 2 fois. Ce n'est pas suffisant. On va leur dire, il faut s'arrêter ici, parce que c'est là que vous n'allez pas dévier de votre parcours,
pas de perte de temps, pas de perte de kilomètres. C'est là également que vous allez pouvoir recharger au bon moment, c'est-à-dire récupérer la quantité d'énergie suffisante pour terminer votre parcours. Et également, grâce notamment à tout ce qui concerne les liens API, puisque la plateforme Rio a toujours été très ouverte justement aux échanges de données avec des partenaires, intégrer les plateformes, les bornes de recharge à tarif préférentiel pour dire aux clients, ce sera également là que vous allez recharger le moins cher. Parce qu'en fin de compte, recharger pleinement sa batterie sur une station d'autoroute où les tarifs kilowattheure seront plus élevés, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. On va récupérer la quantité d'énergie dont on a besoin pour finir le parcours. S'il manque 50 km, on va récupérer les 50 km. On ne va pas dire au véhicule de rester à quai pendant 1 heure pour récupérer l'énergie dont il n'a pas forcément besoin. Je rejoins ce que vous disiez sur le fait que cette quantité d'énergie, c'est quelque chose qui va être extrêmement finement piloté. On n'a pas besoin d'avoir 600 km d'autonomie si on a 400 km à faire. Et c'est cette gestion de l'autonomie qui va être extrêmement importante. Dans les capacités de recharge, on va pouvoir justement indiquer au véhicule quel est le niveau de charge à atteindre, le niveau cible, pour justement préprogrammer le véhicule. Sur cette partie de charge de véhicule, l'idée en fin de compte, c'est que pour l'exploitant, tout soit parfaitement transparent, tout soit facilement pilotable. Mais il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé jusqu'ici et qui est extrêmement important, c'est le conducteur. Le conducteur, il faut que cette transition énergétique elle soit également le plus simple possible. Un conducteur, on ne va pas lui dire il faut que tu recharges X kilowatts à telle station en charge MCS ou en charge CCS. Parce que ce n'est pas son métier, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de faire son métier de conducteur, de professionnel de la route et d'emmener son véhicule à destination. Donc en fin de compte, avec tous les services digitaux qu'on met en œuvre, le conducteur, lorsqu'il arrive le matin pour faire sa tournée, le véhicule est déjà chargé, il est déjà programmé et la destination, le parcours à suivre du véhicule est déjà chargé dans le GPS. Ce qui veut dire que le pauvre conducteur, il n'a pas de questions à se poser sur l'autonomie. Tout est déjà planifié grâce à ces services digitaux. Il prend la route, le véhicule est même pré-climatisé pour gagner encore l'autonomie. Il prend la route et il sait précisément où il doit aller, à quel moment il faudra s'arrêter pour recharger le véhicule et la quantité nécessaire pour recharger sera également préprogrammée dans le véhicule. Donc il n'y a aucune question qui se pose pour lui. Et évidemment, cette recharge intelligente, elle se fera dans la mesure du possible sur ses temps de pause pour avoir aucune perte de temps en termes d'exploitation. Alors, ce qui est important, ce que vous venez de dire il y a quelques minutes, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'est qu'il va falloir quand même mesurer la consommation d'électricité électrique, alors qu'on pensait qu'au départ, en passant à l'électrique, on allait automatiquement, directement économiser en termes de carburant. Donc le digital va intervenir, c'est ce que vous disiez à l'instant sur cette notion. Est-ce qu'il y aura également, on parle de l'électrique beaucoup ce matin, il y aura notamment tout ce qui est autres alternatives comme le B100 exclusif ou le HVO qu'on pourra mesurer. Bien sûr, c'est vrai qu'on parle de transition énergétique et assez rapidement on parle tout de suite de l'électrique parce que c'est la solution de transport qui permet de réduire d'un seul coup vos émissions de CO2 de façon brutale. Il y a d'autres solutions intermédiaires, c'est-à-dire que l'électrique prend son essor aujourd'hui. Nos homologues de chez Renault ont déjà un paquet de véhicules en circulation. Mais le parc aujourd'hui, il est encore très majoritairement diesel et le sera encore pour les prochaines années à venir. Donc les solutions de transition, elles existent à travers les biocarburants. Donc nos véhicules sont compatibles justement avec ces biocarburants-là qui permettent déjà de réduire les émissions de CO2 de plus de 60% et les émissions de particules fines de plus de 80%. Et cette transition-là, elle permet en fin de compte aux clients d'avoir un impact immédiat sur leurs émissions de CO2 en termes d'activité, puisque je rappelle que la loi va imposer aux entreprises de déclarer justement les émissions de CO2 émises par leur activité. Donc elles ont déjà un levier d'action extrêmement fort sur cette partie-là, sans pour autant bouleverser 100% de leur parc de véhicules. Elles sont capables aujourd'hui d'avoir des véhicules qui circulent au biocarburant, de rétrofiter les véhicules précédents et d'avoir déjà une réponse immédiate et sans transformer profondément leur exploitation, puisque comme vous le disiez, tous les clients ne sont pas encore ouverts à cette transition énergétique parce qu'elle pose beaucoup de questions et elle a un certain coût. Les biocarburants sont une réponse immédiate justement à ce besoin, cette nécessité d'agir sur les émissions de CO2. Jérôme Struc, donc de chez Carrier, alors on le voyait, enfin on le sait chez les constructeurs EVI, le digital c'est pas nouveau, c'est nouveau je pense. Chez vous, vous avez lancé votre propre unité mais qui marche bien parce que apparemment il y a 30 000 unités connectées en un an. Expliquez-nous un petit peu justement, est-ce que c'est aussi un changement de monde, d'univers pour Carrier, le digital? Alors tout à fait, on va spécifiquement parler d'une solution télématique que nous avons développée et qui est en série est mise sur l'ensemble de nos unités depuis l'année dernière, mai l'année dernière. En ce sens, sur la télématique, oui, nous sommes de nouveaux acteurs avec notre propre solution.
Ça a été dit, l'utilisation de ces data permet d'économiser du carburant. On considère, parce qu'on analyse bien sûr nous aussi nos données, qu'une utilisation vertueuse du meilleur comportement possible de nos unités permet d'économiser jusqu'à 15% de carburant. Une unité qui fonctionne en mode diesel et en mode électrique chez nous consomme en mode diesel 2 litres de carburant par heure. Ça tourne 2000, 3000 heures par an, donc vous voyez de quoi on parle en termes d'économie potentielle. Lorsque on est dans un mode qui est électrique, une des unités qui fonctionne à la fois en mode électrique et en mode diesel, eh bien, on est capable d'apporter à travers des solutions télématiques Lynx, en l'occurrence, des données sur l'ensemble d'une flotte, de montrer que si un gestionnaire de flotte s'occupe de centaines d'unités, eh bien, il y a une dispersion entre ceux qui ont le comportement le plus vertueux et ceux qui s'écartent de ce comportement. Et on arrive avec des conseils qui permettent de dire, je vous donne un exemple, la mise en température d'un compartiment avant le chargement est clé. Imaginons qu'on soit à 20 degrés de température extérieure et qu'on doit descendre à moins 10 degrés. C'est beaucoup d'énergie qui, à ce moment-là, est utilisée. Et bien de fonctionner au dernier moment avec un régime moteur maximum pour mettre cette mise en température sur un mode diesel, ou de s'y prendre suffisamment à l'avance et de faire cette mise en température en étant branché électriquement, ça n'a strictement plus rien à voir. Et sur une journée d'exploitation, en l'occurrence, c'est 20 à 25% d'économie de carburant qui peut être générée. Vous parliez de changer les comportements de nos utilisateurs. On a des solutions qui sont full électriques, donc avec des batteries qui sont embarquées. Là aussi, permettent de donner aux gestionnaires de flotte et aux chauffeurs les informations pour les rassurer, parce que le changement n'est aisé pour personne. Et de donner des informations sur le niveau de charge de la batterie, sur est-ce que la batterie était équilibrée avec une fréquence suffisante pour travailler sur sa longévité et faire en sorte que finalement un transporteur va garder la valeur maximale de sa batterie au fil des années. C'est tous ces éléments d'information qu'on est capable de donner via notre télématique embarquée. Alors la question, est-ce que justement on peut envisager une solution globale avec que vos équipements soient reliés au tracteur? Je crois que vous avez de plus en plus de tracteurs, enfin en tout cas de véhicules qui sont reliés justement électriques, qui sont reliés avec le tracteur, justement électrique aussi. Oui, tout à fait. Renault ici est un partenaire avec d'autres constructeurs. Là aussi, on développe nous-mêmes des modes où on va chercher l'énergie dans certaines de nos solutions sur la batterie du constructeur. Et donc, la déperdition d'énergie doit être la plus faible possible. Donc, la compatibilité doit être la meilleure. Et ici, tout ce qui va être travaillé autour du soft est absolument essentiel. Et la collaboration entre nous-mêmes et les autres constructeurs est essentielle pour vraiment ne pas perdre de l'énergie et dans un mode optimal de consommation de l'énergie. En fait, c'est tout un écosystème qui est en train de se créer, qui existe déjà, où nous sommes tous constructeurs, alors d'équipements pour ce qui nous concerne, nous sommes tous générateurs de données. Et le client, il a besoin d'avoir pas forcément 5 ou 6 sources différentes de données. Une vision globale. Oui, on peut imaginer 5 ou 6 écrans pour imaginer un petit peu, vous imaginez ce que peut être la complexité pour l'utilisateur final, pour le gestionnaire de flotte, et comment ensemble partager nos données pour qu'on puisse avoir un agrégateur qui peut être l'un d'entre nous, qui face au client va pouvoir lui donner ses propres données ainsi que les données sur la pression du pneumatique ou sur le système de freinage. Enfin là-dessus, j'apprends rien du tout à mes collègues. Et donc cet écosystème et ce partage des données est aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. Justement, Régis Pierrel, Renault Trucks, vous avez un partenariat, on en parlait il y a un instant avec Carrier. Chacun était dans son coin. Est-ce que la transition énergétique, notamment le développement du digital, a permis d'échanges entre les différents acteurs en fait, quand on conçoit des véhicules en amont et puis ensuite pendant l'exploitation? Comme je disais tout à l'heure, tous les équipements sur un véhicule carrossé vont consommer. Donc il va falloir discuter avec tous nos équipementiers pour comprendre comment ça va consommer.
quelles sont les puissances qu'ils vont demander. Donc on a eu des discussions avec Carrier. Par exemple, sur les bennes ordures ménagères, on travaille avec tous les fabricants de bennes et de compacteurs pour comprendre comment ça va fonctionner. Parce que c'est vraiment le cœur et tout le monde découvre en marchant en fait. Et en fait, ce que je vois dans les discussions qu'on a depuis une demi-heure, c'est qu'en fait tout le monde converge vers une certaine complexité qu'il va falloir expliquer aux clients, ce qui est clair. On voit à travers des exemples que c'est pas facile, mais ce qu'on veut faire chez Renault Trucks, c'est qu'on veut surtout être présent avec eux humainement pour expliquer ces données. Parce qu'en fait, la digitalisation, elle va être surtout un moyen pour collecter, rationaliser et classer les données, pour après les expliciter. Et c'est pour ça qu'on a renforcé, en plus des outils digitaux, on a renforcé les équipes chez Renault Trucks avec des spécialistes en phase amont, qu'on appelle des Energy Transition Specialists, qui vont faire toute cette activité un peu de conseil, de diagnostic, de comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les dimensionnements de la puissance électrique sur les sites pour dimensionner les infras de recharge. Et aussi, on a créé des ressources en aval, une fois que les clients ont leur camion, qu'on appelle des Operation Efficiency Specialists, qui vont justement expliciter tous ces comportements, tout ce qu'ils consomment, pour aider les clients à y voir clair. Parce que c'est très compliqué. Il y a vraiment un changement de comment les chiffres varient, qu'est-ce qui influe. Et un client seul, même si on lui donne beaucoup d'informations, n'arrivera pas, ou il perdra beaucoup de temps à comprendre et à trier les informations. Donc il ne faut pas oublier aussi l'aspect humain dans cet accompagnement, qui est quand même d'une excessive complexité pour les nouveaux arrivants qui vont commencer ce voyage vers l'électrification. Alors Jérôme parlait notamment du pneumatique, la transition merci est faite, puisqu'on va parler maintenant de tout ce qui est suivi de pneumatique. En tout cas, messieurs, dames, je vous remercie, on peut vous applaudir pour cette intervention. Et je vais demander maintenant à Grégory Brice, donc directeur de la division des pneumatiques poids lourds France Goodyear, de venir me rejoindre, ainsi que Pierre Amar, directeur commercial et marketing BS Drive France, également présent. Bonjour messieurs, ici au salon Solutrans. Allez-y, asseyez-vous. Je vais commencer par vous, Grégory. Donc chez Goodyear, le suivi notamment de tout ce qui est équipement donc pneumatique n'est pas nouveau également. C'est d'autant plus vrai avec l'arrivée de tout ce qui est donc véhicules électriques et véhicules avec les différentes solutions énergie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il faut aussi de notre côté nous adapter. Bonjour à toutes et à tous, déjà dans un premier temps. Effectivement, il a fallu s'adapter. Alors on a commencé aussi bien en amont, puisqu'on travaille, nous, avec les constructeurs au niveau du développement déjà des nouveaux véhicules. Aujourd'hui, les gammes de pneumatiques que l'on développe sont toutes dites e-ready. Hein. Et on mesure aussi l'usure différenciée d'un pneumatique sur un véhicule thermique ou un véhicule électrique, bien sûr. Au niveau du digital, on a beaucoup investi à côté du pneumatique pour constituer une offre globale. Cette offre s'appelle Goodyear Total Mobility chez nous et elle intègre donc notamment des notions de TPMS, des notions de plaques scanner à l'entrée des parcs de nos transporteurs. L'idée, si vous voulez, les transporteurs aujourd'hui ont différents besoins. Est-ce qu'on parle d'un transporteur de 20 ensembles? Est-ce qu'on parle d'un transporteur de 10 000 cartes grises? C'est pas le même besoin, je pense que tu le sais aussi, Pierre. Donc, on sait aussi aujourd'hui proposer des solutions simples à un petit transporteur qui a besoin aussi d'une maintenance locale, parfois qui a son propre atelier de maintenance. Lui, il va vouloir que la donnée, vous parliez de l'afflux de données générées par le véhicule, lui, ce qu'il veut, c'est que cette donnée elle soit immédiatement utilisable dans sa maintenance pneumatique et qu'elle soit aussi prédictive. Et ça, c'est un petit peu le plus qu'on essaie d'apporter avec notre solution Goodyear Total Mobility, c'est d'avoir un algorithme qui traite finalement cette donnée avant qu'elle soit rétribuée aux transporteurs et qu'on puisse ainsi éviter déjà de rouler à basse pression, puisque là on parle de transition énergétique. On touche avant tout cette consommation de carburant à optimiser. Donc aujourd'hui, on sait qu'avec des solutions TPMS ou checkpoint, on peut gagner jusqu'à 4% sur la consommation de carburant. Et en faisant une bonne maintenance préventive,
On va aussi économiser des pneumatiques, on va avoir moins de dépannage. Donc c'est aussi une façon de faire de la transition énergétique, de réduire les émissions de CO2 puisqu'on va consommer moins de pneumatiques. Alors les constructeurs, certains préconisent des changements de pneumatiques quand on passe du thermique à l'électrique. Pas tous, enfin pratiquement aujourd'hui. Justement, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui pour le pneumatique d'avoir un suivi beaucoup plus, on va dire, pointu. Oui, parce qu'on est dans l'optimisation à tous les niveaux, je pense. Le pneumatique, c'est un poste aussi important et qui, comme je l'ai dit, se combine avec la consommation de carburant qui est quasiment aujourd'hui le premier ou le deuxième poste. Donc, effectivement, il faut l'intégrer dans le budget dès le départ. Il y a un coût d'investissement, mais on arrive aujourd'hui par la donnée justement à démontrer le retour sur investissement. Finalement, nous on réalise tous les ans une étude auprès de 1500 transporteurs. On leur demande comment ils voient l'investissement dans les équipements favorisant la transition énergétique. Ils nous disent, nous on est tout à fait prêts à le faire, mais à condition qu'au final on ait une réduction de notre coût global de détention aussi des pneumatiques et du système. Donc aujourd'hui la donnée permet de mesurer ça, de le démontrer. C'est encore plus vrai qu'hier en fait, ouais. Avec la transition énergétique. Pierre Amar, donc, de Best Drive France, concernant, alors vous dites que vous avez toujours été dans le digital depuis des années. On va au-delà. Pour le digital, vous dites qu'on peut intervenir donc à un instant T, à un bon timing, notamment pour prolonger la durée de vie du véhicule. C'est important également pour le pneumatique. Oui, alors tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors pour répondre à votre question, déjà je voudrais repréciser qui est Best Drive. Best Drive, c'est un réseau de points de service. Donc on a 230 points de service en France. Multimarque. Et c'est important, et on va y revenir parce qu'on a des enjeux, mais des fois ça nécessite des interventions. Le deuxième élément, c'est qu'on fait partie maintenant d'une alliance qui s'appelle Fleet Partner. On l'a annoncé aussi pendant ce salon. On arrive maintenant à 1000 points de service. Donc le vrai premier sujet, c'est qu'on arrive à porter des solutions pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Alors le deuxième point, c'est que le pneumatique est effectivement un levier clé aujourd'hui. On ne pourrait pas forcément l'anticiper, mais dans la transition énergétique, c'est pas nouveau. Vous avez bien su le préciser. C'est notre métier en fait, depuis le début, avec notre avis transporteur, utilisateur de camions. Nous, notre métier, c'est d'augmenter la durée de vie du pneu et de l'optimiser au maximum. Donc on a un métier qui est ancestral, qui n'a pas changé. C'est on le pose, on le retourne, on le permute, on le recreuse, on le rechappe. Et c'est un microcosme qui est vraiment passionnant. Parce que maintenant, on a des usines de rechappage qui sont locales, on a toute une filière de récupération de pneus avec nos chers confrères, et on vient le reposer. Alors, le sujet maintenant par rapport à la transition énergétique. Précisons que vous êtes multimarque aussi. Et on est multimarque, bien sûr. Je n'ai pas parlé de marque jusque-là. Mais c'est important de le préciser. Parce que à travers multimarque, ça veut dire que déjà on a une largeur d'offres et ça permet de répondre à tous les besoins. Mais on a aussi une complexité parce qu'on voit bien qu'en fonction des choix stratégiques qui ont été réalisés par les manufacturiers, il faut qu'on puisse proposer la bonne solution au bon véhicule. En termes de dimension, en fonction des choix, est-ce que c'est de la durée, est-ce que c'est du bruit, est-ce que c'est de la résistance, on a un certain nombre de paramètres. Et donc, ça nécessite derrière de pouvoir avoir ces produits, mais aussi de pouvoir former nos techniciens pour pouvoir les poser. Alors, je reviens sur le digital. Nous, notre métier, c'est d'allonger la durée de vie. Qu'est-ce que le digital nous apporte? Le digital nous apporte de la donnée, ou en tout cas la capacité à augmenter le nombre de diagnostics et augmenter un certain nombre d'informations. Ce qui était fait sur du papier, sur du suivi au niveau local, plus ou moins en fonction des clients, en fonction de leurs besoins. Nous, aujourd'hui, on a des outils. Alors, tous nos confrères en développent, mais nous, ça fait 10 ans qu'on développe un outil qui s'appelle FleetFox, qui va nous permettre d'augmenter le nombre de diagnostics. C'est aussi simple que ça, c'est plus simple, c'est plus facile, on met à disposition des outils digitaux. Donc en fait, vous savez un peu plus souvent, un peu plus facilement ce qui se passe sur votre parc. À quel niveau de gomme vous êtes, est-ce qu'il faut rechapper, est-ce qu'il faut refaire de la pression, à quel niveau. Au plus de diagnostics, c'est bien, mais donner accès plus facilement à cette information. Donc il y a tout un tas d'éléments maintenant, des capteurs qui arrivent sur les pneus, la TPMS, il faut les connecter avec les ordinateurs de bord. Cette information est plus facile d'accès, c'est un élément important, mais surtout, à travers le digital, ça nous permet de mieux planifier, de mieux organiser un certain nombre d'interventions. Et c'est là où ça devient clé, parce qu'on sait bien que c'est le timing qui fait la différence. Trop tôt, c'est dommage. Trop tard, ça a des surcoûts en termes de consommation, en termes de carburant.
Alors maintenant, comment nous on peut intervenir là-dessus? L'idée, c'est effectivement, il faut qu'on travaille en collaboration avec nos partenaires manufacturiers, mais également on a vu avec l'intervention auparavant, il y a aussi beaucoup de connectique avec les ordinateurs embarqués. Et le sujet, c'est comment on fait pour que ces équipements soient bien installés, bien suivis, parce qu'il y a un sujet aussi de solidité, il y a un sujet de bonne adéquation, hein, le bon capteur, le bon pneu, on le pose, mais si on n'a pas lié le pneu au véhicule, on ne sait pas lier, la donnée n'est pas fiable. Et c'est important d'avoir une fiabilité de données. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le digital nous permet de continuer à faire notre métier, mais de manière plus précise, plus régulière, plus interactive. Et donc, du coup, le sujet, c'est on va réussir à continuer à améliorer nos performances. Alors, vous dites aussi qu'avec les nouvelles législations qui évoluent, on va dire, assez rapidement, on voit d'ailleurs aussi que le pneu va être intégré dans les prochaines normes Euro 7, l'utilisation en tout cas. C'est quoi? C'est anticiper les coûts, c'est ça, hein, ce que vous disiez? Notamment avec cette notion législative de législation. C'est-à-dire que la norme va évidemment contraindre de manière plus forte nos clients, nos chers partenaires. Et en fait, derrière cette norme, le pneu, c'est quelque chose qui est très fini, qui est très maîtrisé. Hein, on connaît exactement les paramètres. Ce qui est difficile dans le pneu, c'est de répondre à tous les paramètres. Donc généralement, on fait un choix. Si on veut réduire les émissions de CO2, on va choisir un certain nombre de paramètres. Si on veut allonger la durée, c'est un autre paramètre. Et donc là, ce que l'on sait, c'est qu'à travers la nouvelle norme, donc l'objectif des constructeurs, tous les camions neufs, c'est de réduire drastiquement leur émission de CO2. Ça va générer des choix. Donc nous, on peut l'anticiper, on sait à peu près quel type de choix ils vont faire en termes de pneus. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir la disponibilité des pneus, il faut qu'on fasse les commandes au bon moment pour avoir au bon endroit, au moment où le camion se présente devant nous, le bon produit. Ce qui est important derrière pour nous, c'est de se dire que par contre, les performances de ces pneus sont différentes. Donc la précision du suivi sera encore également clé pour que le bénéfice attendu se réalise. Parce qu'on peut avoir une vision, le pneu, le constructeur, mais si derrière on ne le suit pas, ce que l'on a gagné à gauche, on peut le perdre à droite. Grégory Brich, on le sait déjà, on peut le constater que le pneu est l'un des équipements le plus vivant, puisqu'il bouge, il est tout le temps en mouvement. Est-ce que justement c'est de plus en plus difficile, parce que le pneu d'aujourd'hui n'est pas le pneu de demain, il y a beaucoup d'évolutions en termes également de conception de technologie. Est-ce que c'est de plus en plus difficile justement de mettre en place ces outils digitaux pour le suivi des pneumatiques? Alors, en fait, notre souci premier, c'est l'utilisation des données. Finalement, capter la donnée, aujourd'hui, on y arrive de manière assez fiable, avec des niveaux de fiabilité parfois impressionnants. On capte bien sûr la pression en général, donc le système TPMS ou le système checkpoint, mais vous avez aussi, on capte la température à l'intérieur du pneumatique, donc ce qui permet aussi d'identifier des anomalies mécaniques au niveau de l'essieu ou du système du freinage. Donc il y a des éléments de sécurité. On capte la hauteur de gomme. Dans le cas du TPMS, on géolocalise également, ce qui permet de faciliter ensuite l'identification du point de service. Donc en fait, on fait converger toutes ces données dans une seule et même interface. C'est ça qui est important en fait pour l'utilisateur. C'est à quel moment je récupère l'information, est-ce qu'elle est fiable, est-ce que je peux l'utiliser tout de suite, et est-ce que je suis sûr que je vais à l'essentiel. Donc la notion aussi de savoir précisément, comme disait Pierre, le pneumatique, il est relié au véhicule, il est relié à une position sur le véhicule, et donc en tant que prestataire qui détient la donnée, puisque avec l'accord de transporteur, nous on partage la donnée avec notre partenaire prestataire, lui il va pouvoir aller droit au but sur le pneumatique à traiter. Il va pouvoir aussi planifier son passage sur le parc, puisqu'il a une notion d'urgence. Il a possibilité aussi de dire, voilà, je sais que j'ai un certain nombre de véhicules à voir sur le parc de mon client, je peux les voir le lendemain matin, et donc faire venir mon unité mobile avec déjà les bons pneus, parce qu'il sait précisément, grâce à cette interface, quels sont les pneus montés sur le véhicule. Il sait ce qu'il a à faire, est-ce qu'il faut le réparer, est-ce qu'il faut juste le remettre en pression, etc. Donc, on fait gagner du temps aux prestataires, et le temps, c'est aussi du carburant, c'est de l'argent, donc ça contribue aussi à l'optimisation, je dirais, des flux dans tout ça.
On fait gagner du temps aussi aux transporteurs puisqu'il va avoir moins d'immobilisation de ces véhicules. Donc parfois même investir un petit peu moins dans son parc parce qu'il va optimiser le temps d'utilisation de ces véhicules. Et tout ça, je pense que ça contribue aussi indirectement à la transition énergétique. Pierre, donc on disait BESDrive est multimarque. Est-ce qu'il y a autant d'équipementiers que de différentes technologies où elles se rejoignent? Parce que vous parliez de votre outil FleetFox, c'est-à-dire qu'il est adapté aux multimarques, multi-technologies. Alors, notre outil est utilisable pour toutes les marques. Parce que par définition, notre métier, nous, c'est pas la marque, c'est d'identifier le bon produit pour le bon véhicule et faire le bon diagnostic. Par contre, si FleetFox nous permet, nous, de transférer, de digitaliser un certain nombre d'informations, de l'accéder et de pouvoir l'analyser facilement, on a aujourd'hui maintenant des nouvelles sources d'informations qui sont donc tous les capteurs et TPMS. Et là, effectivement, on a des technologies qui peuvent être différentes. Et c'est un de nos enjeux parce qu'évidemment, on a besoin de former nos techniciens. Si les outils sont différents, il faut qu'ils soient vraiment le plus facile d'utilisation, ergonomique. Donc ça, c'est un enjeu clé. Et là, il peut y avoir des écarts en fonction des manufacturiers ou en fonction des équipements qu'on nous demande de poser. Alors justement, je peux vous poser la question à vous. Il y a beaucoup de différences dans les technologies, un peu moins aujourd'hui. Alors, les technologies, non, parce que c'est toujours à peu près, il y en a globalement 2-3 en fonction des capteurs qui sont placés dans les... Par contre, la manière d'extraire ces données, l'outil qui est à disposition, il suffit juste qu'on ait une licence et un ordinateur, ou en tout cas un logiciel qui soit différent. Ça veut dire qu'il faut se multi-équiper, nous, et il faut télécharger et il faut pouvoir exploiter. Et la difficulté, c'est cela. Donc, si demain, on pouvait tendre... Évidemment, il faut toujours envoyer des bouteilles à la mer et essayer, mais si on peut essayer d'harmoniser ou de faire tendre vers des leviers communs, ce serait un vrai sujet pour nous. Évidemment, et ça bénéficierait à tous de notre capacité à l'exécuter. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous deux. En tout cas, c'est important de parler du pneumatique. On peut vous applaudir et on va enchaîner dans un instant. Merci Hervé. Merci beaucoup. Et je vais demander donc à Daniel Hourg, directeur commercial France d'Astrata, de venir nous rejoindre. Étienne Valtel, directeur général de Altens. Yann Delouard, directeur commercial vente directe de PTV. Et Guillaume Deveau, qui est président de l'association iCargo Foundation. Vous vous placez comme vous voulez. Voilà. Oui, il manque Daniel. Bon, écoutez, je pense qu'il va pas trop tarder. Je vais commencer par vous, Étienne Valtel, directeur général d'Altens. Donc, on va préciser. Donc, vous êtes spécialisé dans la distribution de carburants alternatifs. Comment intervient aujourd'hui justement cette notion digitale justement dans la distribution de carburant, puisqu'on voit qu'avec le mix énergétique qui est mis en place, même si on parle beaucoup d'électrique, mais bon, la réalité est quand même le mix énergétique dans le secteur, comment le digital intervient aujourd'hui ? Alors effectivement, déjà le premier point, c'est quand on parle de transition énergétique, il y a 2 points sur lesquels on peut avoir une influence. On peut changer effectivement le matériel. Donc on a beaucoup parlé effectivement sur l'électrique. On pourrait parler quand même un peu de l'optimisation du moteur thermique qui n'est pas tout à fait mort encore. On a quand même eu des votes d'ailleurs cette semaine à la Commission européenne sur justement la prolongation du moteur thermique avec l'usage de carburant neutre en carbone. Donc ça, c'est un enjeu majeur parce qu'il va falloir justement expliquer ce que c'est qu'un carburant neutre en carbone. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est plutôt en avance en France là-dessus. Il va falloir pouvoir prouver qu'un véhicule fonctionne avec le carburant neutre en carbone pour pouvoir continuer sa durée de vie. Donc c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir déjà des véhicules B100 exclusifs aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens parce que c'est vraiment l'objet de ce qui va se passer sur le digital plus tard, c'est être capable en temps réel d'analyser le carburant pour justement donner de l'information à la motorisation pour savoir justement est-ce qu'il a le droit de rouler ou pas rouler. Donc ça, c'est un premier aspect de la digitalisation. Le deuxième aspect, effectivement, c'est la transition énergétique, c'est aussi le changement d'énergie. Donc effectivement, ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais l'électrification est très efficace pour décarboner en France, puisqu'on a la chance d'avoir une électricité bas carbone. Elle se discute beaucoup plus dans d'autres pays. Alors je ne parle pas de la Pologne, tout le monde est conscient des enjeux sur l'électrification en Pologne.
mais aussi en Allemagne, et peut-être un jour dans d'autres pays, parce qu'il faut raisonner aussi en utilisation marginale de l'électricité. Quand on électrifie beaucoup un parc, à un moment donné, on peut se retrouver à avoir besoin d'importer l'électricité d'autres pays, et qui peut être de l'électricité beaucoup plus carbonée. Donc il y a des enjeux majeurs là-dessus. Effectivement, Altens, là-dedans, on est fournisseur d'énergie alternative, donc on est vraiment dans le cœur du sujet là-dessus. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter des solutions les plus basses en termes d'intensité carbone. Et effectivement, je vous disais, donc il y a des votes qui ont été faits par la Commission cette semaine pour la prolongation des véhicules thermiques avec un carburant neutre en carbone. Et donc il va falloir démontrer que les carburants que l'on commercialise sont neutres en carbone. Et pour ça, nous avons développé une plateforme digitale qui s'appelle MyAltens et qui est justement destinée à tracer les productions des carburants, ce qu'on appelle du champ à la roue, hein, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur des biocarburants, c'est un peu le début de ces énergies-là. Donc ça peut être du B100 issu de la graine de colza ou du HVO issu de déchets principalement. Aujourd'hui il va falloir démontrer l'intensité carbone de nos solutions en partant justement du champ, quelle est la parcelle qui a été utilisée, est-ce que c'est une parcelle en France, est-ce que c'est une parcelle en Allemagne, etc. Et l'intensité carbone ne va pas être la même si c'est une culture française ou allemande. Et chaque étape de la collecte de la graine jusqu'à la trituration, la transformation en biocarburant et la distribution va avoir un ajout d'impact carbone qu'il va falloir tracer pour être capable de calculer au plus juste l'impact carbone total du carburant et donner cette information aux clients qui en ont besoin aussi pour calculer leur bilan carbone. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2023, il y a eu un changement de réglementation. Toutes les entreprises de plus de 250 salariés sont obligées de faire un bilan carbone. C'est une information fondamentale pour réduire le scope 3. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au final, pour le transporteur, cette tonne de CO2 économisée devienne comme une valeur ajoutée, en fait? Alors, on a parlé un peu du coût de la transition énergétique tout à l'heure, et effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué d'impacter la chaîne logistique par des coûts supplémentaires, donc il va falloir donner quand même une contrepartie, et la contrepartie, c'est cette notion de décarbonation. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes ont ce qu'on appelle un prix de carbone interne, c'est-à-dire un prix qu'on s'est donné à l'intérieur du groupe pour être capable de se dire une solution est acceptable en termes de décarbonation ou elle est trop chère. Effectivement, un client qui a besoin d'un transport vert, il a besoin de comprendre quelle est cette solution verte et qu'est-ce qu'elle va lui apporter en termes de réduction carbone sur son scope 3. Ça, c'est des choses importantes, donc il faut les tracer et être capable de les transférer. Notre plateforme, elle est là aussi pour transférer ces informations du transporteur qui est notre client à nous, donc l'usager de la solution de décarbonation, mais de la transférer à son client final qui, lui, a besoin des informations pour intégrer dans son bilan carbone et être capable de justifier de cette baisse sur son scope 3. Yann Delouard, donc de PTV Logistique. Alors je voulais vous inviter parce que on vous connaît comme éditeur de solutions depuis, je crois, d'une quarantaine d'années, notamment principalement pour la planification du transport. Vous avez sorti il y a quelque temps déjà un outil qui est justement en adéquation avec cette transition énergétique pour les véhicules électriques, c'est EV Truck Route Planner. Donc bonjour, et explique-nous un petit peu cet outil, en quoi il consiste et quel est son objectif. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je représente PTV Logistique. Nous sommes éditeurs de solutions, comme vous l'avez dit, pour la planification, l'optimisation et l'exécution des transports. Qu'est-ce qu'on entend par planification, optimisation et exécution? C'est que nous proposons des applications web qui vont permettre d'optimiser des itinéraires et des tournées pour les professionnels. Donc effectivement, ça fait plus de 40 ans qu'on fournit ce type de solution. Et donc ça a toujours été dans l'ADN de PTV, finalement, de contribuer à une amélioration de la performance énergétique et environnementale des entreprises. Optimiser un itinéraire, c'est faire moins de kilomètres, c'est moins de temps, c'est moins d'usure du matériel, des pneus, on en a parlé, et d'autres choses, en tout cas moins d'utilisation.
Et donc, dans le cadre d'une optimisation de tournée, on va retrouver finalement les mêmes gains d'optimisation kilométrique. Et donc, tout ça participe finalement à une approche vertueuse et une meilleure politique environnementale chez nos clients. Aujourd'hui, on a un peu plus de 500 clients en France, que ce soit des transporteurs ou des chargeurs. Et donc, finalement, dans les discussions qu'on a pu avoir depuis plusieurs années, en fait, on a commencé à nous challenger sur... Ok, vos moteurs, alors vos moteurs dans le sens informatique du terme, donc des moteurs de calcul d'itinéraire, d'optimisation, ils vont bien évidemment traiter le thermique, ils vont être fins dans la prise en compte des attributs, poids lourds, ils vont être fins dans tout ce qui va faire finalement la complexité d'une tournée, d'un itinéraire, pour un professionnel dans le transport, à la différence d'un particulier. Et donc on a commencé à avoir des questionnements, des interrogations sur notre capacité à intégrer tout ce qui va porter sur à la fois les énergies alternatives, les nouvelles énergies, et depuis quelques années maintenant, des questions sur l'électrique, sur l'électrification des flottes. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit ? Finalement, ce qui nous a frappé, ce qui a été un défi pour nos équipes recherche et développement, c'est de se dire que par rapport à une énergie nouvelle, on va être assez proche d'un calcul d'itinéraire professionnel classique. Mais dans le cadre de l'électrification, finalement, on doit avoir une approche complètement différente au niveau de l'algorithmie, au niveau des contraintes qui sont prises en compte, au niveau des facteurs. Mes confrères ont cité une longue liste de contraintes qui doivent être prises en considération lorsqu'on va calculer et optimiser un itinéraire avec un véhicule électrique, qu'on ne retrouve pas sur des véhicules thermiques. Et donc, chez PTV, on a décidé de se lancer à fond dans la recherche par rapport à ça. Et on vient de sortir une solution qui s'appelle le V-Truck Route Planner, qui est donc un calculateur d'itinéraire professionnel pour les flottes électriques, camions électriques, véhicules utilitaires légers. Donc un peu le MAPI du véhicule électrique. La force de cet outil, c'est qu'il est agnostique. Ça veut dire qu'on n'a pas on ne va pas se rattacher à un fabricant, un constructeur en particulier. L'idée, c'est d'offrir aux utilisateurs une bibliothèque qui finalement va contenir l'ensemble des véhicules disponibles du marché, multimarques, avec leurs caractéristiques, etc. Et donc de permettre, nous, en tout cas la vision qu'on a, c'est de permettre à nos clients de simuler un passage progressif depuis des flottes thermiques vers une flotte électrifiée. Et comment ça se matérialise au quotidien ? Eh bien finalement, je prends l'exemple d'un client à nous qui fait des tournées de distribution et qui réfléchit peut-être à commencer à avoir 1, 2, 3 tournées sur un véhicule électrique. Et bien cet outil-là va permettre de se dire, habituellement j'ai cette tournée-là, elle fait telle distance, elle a tant de points d'opération, et donc en faisant ce calcul sur le système, elle va pouvoir simuler en fonction de différentes marques, en fonction de différents gabarits de véhicules, différentes caractéristiques, si l'itinéraire, si la tournée peut être demain reprise via un véhicule électrique. Et donc on va prendre en considération les contraintes qui ont été citées, à savoir l'autonomie de la batterie, bien évidemment, l'âge du véhicule, l'âge de la batterie, les conditions météorologiques, les habitudes de conduite du chauffeur, une multitude de facteurs qui vont avoir un impact sur ces calculs. Vous êtes multimarque, c'est ça ? Tout à fait. Et pour l'instant, ça ne concerne que les VUL, bientôt plus pas plus. Non, aujourd'hui, on a 160 camions électriques qui sont référencés sur l'application. On a 70 véhicules utilitaires légers. Et nos clients, en fait, sont assez proactifs. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent venir, ils nous sollicitent, ils nous disent, je m'aperçois qu'un véhicule à l'étude chez moi n'est pas encore présent sur la plateforme. Et donc, ils sollicitent nos équipes pour l'intégrer. Donc, l'idée, vraiment, c'est d'offrir... Allez-y. Voilà, l'idée c'est d'offrir vraiment un outil de référence sur le marché qui peut permettre à tout transporteur ou chargeur de simuler une modification de ses flux vers de l'électrique. Il y a une chose importante, c'est gratuit, c'est un outil gratuit qu'on retrouve sur le site. Tout à fait, c'est gratuit. Vous allez sur le site de PTV Logistique, vous pouvez d'ores et déjà simuler des itinéraires et bien évidemment derrière ça va avoir des incarnations futures. Comme je disais en préambule, on est très présent sur l'optimisation des tournées et donc l'idée c'est dans les mois, années prochaines futures,
de proposer également cette technologie d'optimisation des tournées des flottes électriques. Électrique et plus tard gaz et hydrogène aussi. Alors sur tout ce qui est gaz et hydrogène, en fait, là, on touche au moteur. En fait, on touche au moteur qu'on propose déjà depuis des années. Hein. Nos moteurs sont nos API, nos composants informatiques, hein, excusez-moi. On va retrouver du PTV soit sur de la solution packagée, clé en main. On va retrouver également du PTV au sein des principaux TMS du marché, donc qui encapsulent, qui embarquent nos calculateurs d'itinéraire PL, nos optimiseurs de tournée, etc. Et donc, en fait, ces moteurs-là intègre déjà tout ce qui va être calcul d'émissions polluantes en fonction des différentes énergies du marché. Donc, en gros, voilà, ça fait des années qu'on travaille sur ça et l'électrique est vraiment un sujet. Et je rejoins ce qu'ont dit mes confrères précédemment. L'électrique, on y croit beaucoup et c'est pour ça qu'on veut être fort chez PTV dans les années prochaines sur ce point. Guillaume, merci. Guillaume Desvaux, donc vous êtes président de l'association iCargo Foundation. Donc je précise bien, c'est une association. Vous allez nous la présenter dans un instant. On parle beaucoup de digital, mais en ce moment un peu à la mode, l'intelligence artificielle. Et comment s'implique justement aujourd'hui concrètement, parce que vous êtes un expert en la matière, l'intelligence artificielle justement dans cette filière transport? Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, je suis Guillaume Desvaux, je suis le président d'iCargo Foundation. iCargo est un ovni un peu particulier dans le monde des technologies digitales pour le transport, parce qu'on s'est constitué en association loi 1901, partant du constat suivant, avec des grands acteurs du transport, hein, que la filière était évidemment face à des grands enjeux environnementaux, on en a parlé toute la matinée, et que face à ces enjeux, un prérequis, c'était qu'on améliore que ce qu'on mesure, donc il fallait être capable de mesurer. On en a aussi là, déjà beaucoup parlé. Et que pour passer à l'étape d'après, il y a un des facteurs qui est important, c'est la capacité à mutualiser, à massifier. Et que donc, il fallait prendre de la hauteur. Et pour ça, il y a un mot qui a été beaucoup dit, c'est le mot « données ». Et je rajoute un terme derrière, échange de données. Donc iCargo, sa mission, c'est une mission d'intérêt général, c'est d'offrir une plateforme d'échange et de traitement de données pour traiter les cas d'usage sur les économies d'énergie de façon beaucoup plus collaborative entre acteurs. Et ce, dans un environnement de confiance et souverain, un cadre dans lequel, effectivement, il n'y a pas de sujet de compétition, de sujet de secrets commerciaux, puisqu'on assure ce rôle de tiers de confiance. On peut préciser que vous êtes avant tout dans d'autres secteurs aussi. Là, vous arrivez dans le transport et logistique. Non, iCargo était vraiment créé pour ça, créé pour apporter cette plateforme commune. Mais vous, en tant qu'expert, vous êtes notamment... Moi, je viens du monde de la tech. Voilà. Donc moi, je raconte plein de bêtises sur le transport, parce que je n'y reviens pas. Ça me permet d'être assez libre dans mes propos. Et moi, je viens du monde de la tech. Mais pour arriver plus précisément à votre question, ce préambule était important pour que vous compreniez comment nous, on agit, on voit les choses. Donc, on a cette vision qu'effectivement, c'est le collaboratif et la mutualisation qui arrivera à passer à une échelle supplémentaire. Petit moyen mémotechnique, sur quel levier on cherche à agir d'un point de vue physique, puisque si on veut réduire la consommation d'énergie dans du transport, on parle de flux physique, et donc il va falloir agir sur les leviers physiques. Le digital, c'est bien, mais il y a un moment donné, l'énergie, elle sera dans le physique. Donc notre petit leitmotiv, c'est les 6 M. Mutualiser, massifier, motorisation, maillage, mix énergétique et matériel. Et donc là, les 5 M. Et alors j'en ai rajouté un, c'est le matériel, parce qu'effectivement, si on regarde la taille et le poids, et puis l'utilisation des pneus, par exemple, ont un impact sur la consommation d'énergie. Et donc ce que l'on fait, c'est créer des jumeaux numériques de flux pour voir là où on peut appliquer des optimisations de levier, mais à un échelon un peu supérieur que l'optimisation d'une tournée. Pourquoi ? Parce qu'une tournée optimisée, vous n'avez pas attendu qu'il y ait de l'IA ou qu'il y ait de la data pour optimiser vos tournées, et les solutions du marché sont très efficientes. Mais si on veut gagner beaucoup en efficacité, il faut arriver à mieux massifier, mieux mutualiser.
Un cas appliqué où on utilise ces technologies-là, et en particulier, du coup, on introduit des concepts d'IA. On opère un programme qui s'appelle Appel d'air, qui est financé dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, avec un budget de 7 millions d'euros, pour accompagner la filière sur l'augmentation du report modal, donc du déplacement des camions plutôt vers le ferroviaire et le fluvial. Comment, en fait, en collectant les données des chargeurs et puis des commissionnaires pour voir là où le potentiel de report modal peut se faire, et notamment en mutualisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un train, c'est 40 à 45 camions, et que donc peu d'acteurs économiques ont la taille suffisante pour intéresser des opérateurs pour opérer des trains complets avec des fréquences et des régularités intéressantes. Or, aujourd'hui, la mutualisation permet de garantir les volumes nécessaires, la fréquence, mais ça se pratique peu. Le programme Appel d'air permet effectivement de consolider les besoins des donneurs d'ordre et de regarder là où, à plusieurs, on peut avoir les volumes nécessaires, la régularité, la fréquence pour intéresser à la création ou d'ailleurs au fait de compléter des capacités résiduelles sur des trains. Donc c'est du traitement massif de données parce qu'on arrive vite à des combinatoires gigantesques. Si vous prenez des millions d'ordres de transport, aujourd'hui dans la plateforme on en a quelques millions, et que vous cherchez toutes les combinatoires pour arriver à massifier, vous arrivez vite à des combinatoires de calcul très complexes. Et là, l'IA est une bonne approche mathématique pour essayer de résoudre ces équations. Ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. L'optimisation peut se faire par plusieurs moyens, mais l'IA est très efficace pour faire ça. Et l'étape d'après, c'est, comme ça a été évoqué par ailleurs aussi, c'est aller vers de la modélisation et de la simulation. Donc une fois qu'on a notre jumeau, on a trouvé des optimums, après on va chercher à répondre à des questions comme où seraient les optimums de points nodaux pour arriver à capturer plus de volume, où est-ce qu'il faut créer des embranchements et des transbordements. Bon, ben là c'est des moteurs de simulation que nous avons créés qui permettent de répondre à ces questions et qui s'appuient sur des modélisations en intelligence artificielle. Donc le message, on l'a bien compris. L'IA ne fait pas tout, c'est un moyen, vous l'expliquiez à l'instant. En modèle de langage, alors on parle beaucoup également de chat GPT, en préparant la conférence on en a longuement parlé. Vous dites qu'il faut l'utiliser donc à bon escient, ça on peut le comprendre, surtout sur des outils comme un outil de productivité plus que de l'utiliser sur l'ensemble de toute la chaîne logistique. Alors oui, le dernier transport, bien sûr. Oui, le dernier avatar de l'IA, vous l'avez tous vu, c'est ce qu'on appelle les LLM, donc Large Language Model, c'est ChatGPT, et c'est en train de se répandre dans toutes les filières. Et évidemment, dans le monde du transport, on voit déjà émerger pas mal de cas d'usage. Bon, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est un outil de plus à notre disposition de productivité. Les premiers cas d'usage, c'est la productivité individuelle. C'est se faciliter la vie pour digérer du contenu et produire du contenu. C'est notamment là les cas d'usage que l'on a vus chez nos membres. C'est de la gestion de connaissances internes, par exemple. On a des masses de documentation qui sont généralement pas mis à jour, pas bien classifiées. Et ben, avoir un agent conversationnel à qui on a donné à manger toutes ces informations et qu'on va pouvoir interroger pour répondre à des questions opérationnelles, ça marche très bien. C'est pas très coûteux à mettre en œuvre. Des cas plus exotiques, nous on a appliqué un grand modèle de langage pour lui faire prédire l'occurrence de champs dans des bases de données, notamment de TMS, parce que le monde n'est pas parfait, il y a des éléments qui ne sont pas complets, c'est rarement complété intégralement, et donc on a testé l'utilisation d'un grand modèle de langage pour prédire des choses comme, par exemple, compléter dans la base la probabilité que sur ce transport-là, le véhicule était de ce type-là ou de ce type-là. En fait, on va utiliser le modèle comme un moteur statistique qui va
donner une prédiction. Ça va juste permettre, on parlait d'évaluation carbone, c'est aussi, on a un moteur, dans l'association on a créé un moteur pour évaluer l'empreinte carbone de l'activité logistique. On a un grand souci pour avoir vraiment un scope 3 un peu fin, c'est d'avoir des données propres et des données complètes. Et elles ne le seront jamais. Donc on cherche des stratégies pour les compléter. L'utilisation de ces modèles de langage pour finalement faire des prédictions et compléter la base de données, ça marche pas mal. En quelques mots, ça veut dire que par rapport au digital, c'est le thème de cette conférence, l'IA va quelque part fluidifier le digital ? Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ? Fluidifier ou je veux dire, enrichir, ça va. Le digital, c'est aussi bien votre smartphone que l'ensemble des serveurs. Ça va apporter une couche supplémentaire dans les processus. Je veux dire, dans ce qu'il faut voir aujourd'hui, là où les apports sont vraiment efficients, c'est pas les fantasmes hollywoodiens, c'est de rajouter dans un processus une couche d'action, de décision qui va être automatisée, qui va être déléguée à la machine, là où aujourd'hui on avait besoin effectivement de l'intelligence humaine pour le faire. Mais évidemment, on ne va pas la déléguer sur des trucs qui soient éthiquement pas acceptables ou sensibles d'un point de vue économique, politique ou autre. Donc, en revanche, ça, c'est dans votre processus actuel, y ajouter des petites interactions avec des IA qui vont accélérer la prise de décision ou l'arrivée de l'information. On arrive pratiquement au terme de cette conférence. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Pas de questions ? En tout cas, je vous remercie et puis on peut vous applaudir pour ces interventions. Merci à tous.